Le parcours d'un homme noir quittant son pays révèle plusieurs niveaux de résilience. Le départ et ses traumatismes, la fuite de son pays, où les mines de coltan, cobalt, or et minerais en tout genre sont exploitées par des multinationales. L'abandon de sa famille, son métier, traversée du désert, le risque de torture en Libye, le traumatisme de voir des compagnons de route mourir, la traversée méditerranéenne avec un investissement des économies d'une vie dans un passage, surmonter la peur de l'eau, la promiscuité, gérer le stress post-traumatique des naufrages vus, s'accrocher à l'espoir malgré l'incertitude. L'arrivée en Europe, dormir dans les rues par -5 degrés, subir le harcèlement policier, faire face aux regards méfiants, apprendre une nouvelle langue, s'adapter à une culture différente, l'adaptation et la résilience quotidienne, accepter un déclassement professionnel majeur, travailler 12 heures par jour comme plongeur, puis cuisinier ou divers métiers non souhaités par le plus grand nombre, supporter les micro-agressions racistes au travail, du genre retourne chez toi, envoyer de l'argent au pays malgré un salaire minimal, garder sa dignité face au contrôle aux faciès, les stratégies de survie, développer un réseau de solidarité dans la communauté, apprendre les codes culturels français, transformer son accent en atout de charme, utiliser l'humour pour désamorcer le racisme, se former en parallèle pour progresser. La force mentale, maintenir l'espoir malgré les obstacles, préserver sa culture tout en s'intégrant, rester digne face aux préjugés, transformer la souffrance en force, garder le sourire comme acte de résistance. Cette résilience extraordinaire m'interroge sur la capacité à surmonter l'adversité. Qui en Europe pourrait montrer une telle force face à un tel déracinement? Moi, un homme noir, je suis vraiment impressionné par ces hommes qui viennent d'ailleurs et qui arrivent à envoyer malgré tout des sous à leur famille, à garder le sourire. La grandeur de l'âme humaine ne se mesure pas à ses privilèges, mais à sa capacité à transcender l'adversité tout en préservant son humanité. Pourquoi le peuple noir est-il le peuple élu? La notion de peuple élu prend une dimension particulièrement profonde lorsque l'on examine la force mentale extraordinaire dont le peuple noir a dû faire preuve face à une histoire systématiquement déformée et des rapports de force constants. Cette élection ne se manifeste pas seulement dans la résilience physique, mais surtout dans une puissance psychologique et intellectuelle permettant de résister à la réécriture de l'histoire et à la condescendance systémique. La bataille contre le mensonge historique. La force mentale du peuple noir s'illustre dans sa capacité à maintenir sa vérité historique face aux falsifications systématiques. Cheikh Anta Diop incarne parfaitement cette résistance intellectuelle, ayant consacré sa vie à démontrer scientifiquement l'origine africaine de la civilisation égyptienne malgré le scepticisme de l'établissement académique. Dans son sillage, le docteur Théophile Obenga poursuit ce combat contre la dissimulation du rôle de l'Égypte antique dans la civilisation mondiale, l'occultation des grands empires africains, Mali, Ghana, Zimbabwe, la minimisation des contributions scientifiques africaines. Cette résistance intellectuelle, portée également par des figures comme Ivan van Sertima et Marcus Garvey, exige une force considérable pour déconstruire les mythes enseignés et transmettre l'histoire véridique aux nouvelles générations. La résistance à la condescendance systémique. Cette force mentale se manifeste quotidiennement face à la condescendance. Nina Simone en est l'exemple parfait. Refusée au Curtis Institute of Music, malgré son talent exceptionnel, elle a transformé cette discrimination en une carrière musicale légendaire. Paul Robeson et Joséphine Baker ont également dû gérer les compliments paternalistes constants, les micro-agressions quotidiennes, la nécessité de prouver perpétuellement leurs compétences. Plus récemment, Christiane Taubira a fait face à des attaques racistes constantes malgré son poste de garde des Sceaux en France, démontrant la persistance de ces défis même au plus haut niveau de l'État.
La gestion des rapports de force. Nelson Mandela symbolise parfaitement cette capacité à maintenir sa dignité face aux rapports de force les plus extrêmes, conservant son intégrité pendant 27 ans d'emprisonnement. Thomas Sankara et Patrice Lumumba ont démontré cette même force face aux pressions néocoloniales, tandis qu'Angela Davis a transformé son expérience carcérale en lutte pour la justice. La transmission intergénérationnelle de la force. Cette puissance mentale devient un héritage transmis aux générations futures à travers des figures comme Maya Angelou et James Baldwin qui ont documenté l'expérience noire pour la postérité. Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor ont forgé le concept de négritude comme outil de résistance culturelle, tandis qu'Alex Haley a redonné une histoire à tout un peuple avec Roots. Les manifestations contemporaines, la nouvelle génération poursuit ce combat. Dans le monde professionnel, Chon Nyong, parti d'un village sénégalais pour devenir conseiller de Barack Obama. Dans les arts, Aïssa Maïga dénonce le manque de diversité dans le cinéma français. Dans l'activisme, Kémy Séba et Nathalie Yombe portent tous deux le flambeau du panafricanisme. Dans les sciences, Neil deGrasse Tyson devant constamment prouver sa légitimité. Dans le sport, Marie-Josée Pérec, triple championne olympique ayant surmonté de nombreux obstacles. Conclusion. Cette force mentale extraordinaire, illustrée par tant de personnalités remarquables à travers les générations, constitue la manifestation la plus profonde de l'élection du peuple noir. Elle témoigne d'une capacité unique à transcender non seulement les obstacles physiques, mais aussi les barrières psychologiques et intellectuelles les plus insidieuses. Cette résilience, transmise de génération en génération, fait du peuple noir un exemple universel de dignité et de persévérance face à l'adversité. Passons à l'enseignement divin, car tout ceci est bien beau, mais que nous dit la parole ? Le regard de Yahweh sur le cœur, car Yahweh ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais Yahweh regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Ce verset fondamental montre clairement que le jugement divin transcende l'apparence physique. L'universalité du message divin. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Galates, chapitre 3, verset 28. Cette déclaration paulinienne souligne l'abolition des barrières raciales, sociales et culturelles dans la foi. La diversité dans l'unité. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Cette vision apocalyptique dépeint la diversité du peuple de Dieu contre les préjugés. Si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché. Jacques, chapitre 2, verset 9. Une mise en garde directe contre toute forme de discrimination, sur l'importance des actes plutôt que l'apparence. En vérité, j'aperçois que Yahweh ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Sur la création de l'humanité, Yahweh a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Actes, chapitre 17, verset 26. Affirmation de l'unité fondamentale de l'humanité concernant les représentations historiquement inexactes. L'absence de description physique. Les évangiles ne donnent aucune description physique détaillée de Jésus. Les représentations artistiques varient selon les cultures et les époques. Le danger des appropriations culturelles. Garde-toi de faire des idoles, une image quelconque. On le retrouve en Exode, chapitre 20, verset 4.
Ce commandement peut s'appliquer à la création d'images qui déforment la vérité historique. Conséquences théologiques. La représentation de Jésus et Marie avec des traits européens relève d'une forme d'ethnocentrisme. Ces représentations peuvent créer des barrières culturelles inutiles. Elles peuvent détourner l'attention du message spirituel essentiel. Recommandation pour une approche plus fidèle. Il faut se concentrer sur le message spirituel plutôt que sur l'apparence physique. Reconnaître le contexte historique et géographique. Le Moyen-Orient ancien comme cadre des événements bibliques. La diversité ethnique naturelle de ces régions. Encourager des représentations culturellement diverses, car tous sont un en Jésus-Christ. Galates, chapitre 3, verset 28. En conclusion, les Écritures sont claires. Yahweh regarde au cœur, non à l'apparence. Les tentatives d'appropriation raciale ou culturelle de l'histoire biblique vont à l'encontre de ce message universel. La foi authentique transcende les distinctions ethniques et met l'accent sur la transformation intérieure plutôt que sur l'apparence extérieure. Comme nous l'enseigne Colossiens, chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Cette invitation à la sagesse dans nos paroles et nos actes nous rappelle que la véritable élection se manifeste dans notre capacité à transcender la souffrance pour devenir des instruments de grâce et de réconciliation.